Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de Beffroi Vision. Notre journal sera spécialement axé sur la rentrée des classes des adolescents. Nous commencerons par la rentrée au collège Jean Rostand. Ensuite, nous passerons au lycée des Moulins. La maison familiale rurale fait également sa rentrée. La fondation Denise Fougereau vous sera présentée. La municipalité a reçu un dissident kazakh, un sujet spécial. La commémoration de la libération de Lekato en 1944. Donc nous allons commencer par la rentrée au collège Jean Rostand. Notre équipe a tendu le micro à monsieur le principal Michel Le Serre, qui fait le point. Eh bien écoutez, rentrée un peu particulière, exceptionnelle, hein, comme vous le savez, puisqu'on doit reprendre sous le signe du Covid-19, mais néanmoins ça s'est très très bien passé, mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Alors d'une part, les élèves jouent le jeu, on n'a pas de problème, notamment au niveau du port des masques, les enseignants également. Écoutez, c'est une rentrée très sereine où l'ensemble des enseignants ont été affectés pour la rentrée, donc c'est plutôt très positif. Effectif, nous 772 élèves, donc c'est en légère hausse, 8 élèves de plus que l'an dernier à la même époque, mais c'est quand même encourageant puisque depuis plusieurs années, on a une baisse des effectifs notable due à la baisse de la natalité. On remarque que notamment en sixième, on a une bonne hausse. Hein, on est à 200 élèves en sixième, ce qui laisse penser que de plus en plus de parents nous font confiance et scolarisent leurs enfants ici au collège. Alors au niveau enseignant, la population reste stable. On a toujours une cinquantaine d'enseignants, au total 120 personnes, hein, si on compte les personnels de restauration, d'entretien, de maintenance, d'intendance et de santé. Alors quels sont les objectifs pour cette année ? Les objectifs, c'est de maintenir bien évidemment notre taux de réussite puisque on est quand même assez fiers, hein. 93,8% de réussite au diplôme national du brevet. 120 élèves ont eu une mention, ce qui représente 73% des élèves, ce qui est quand même quelque chose d'excellent, on peut le dire. Et parmi ces mentions, 35% ont une mention très bien. Alors justement, comment se sont passés ces brevets des collèges ces derniers mois ? Alors le brevet des collèges, vous le savez, en raison de la pandémie, il n'y a pas eu d'écrit. Donc tout a été basé sur le contrôle continu, c'est-à-dire le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, avec notamment un coefficient supérieur pour l'année de troisième, de façon à équilibrer et faire en sorte que les élèves puissent obtenir un DNB qui soit valable. Un DNB, c'est Diplôme national du brevet. Ouais. Donc en dehors des brevets des collèges, quels sont les projets pour l'établissement ? Alors, de grands projets. Cette année, nous sommes fiers d'annoncer que toutes les classes de troisième ont un projet de classe, ce qu'on appelle dans notre jargon un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. On décloisonne les disciplines de façon à donner du sens aux apprentissages. Toutes les troisièmes ont un projet de classe. Ce projet pourrait être retenu et présenté par les élèves s'ils le désirent au niveau de la soutenance orale du diplôme national du brevet. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Il faut reconnaître qu'il y a un très gros investissement de la part des enseignants du collège à ce niveau-là. Il y a des conditions d'hygiène précises pour l'établissement aussi ? Alors oui, bien sûr. Alors en partenariat avec le département d'une part, Monsieur Terrier, le gestionnaire, tout a été mis en place et en œuvre pour permettre à l'établissement de fonctionner dans le cadre de la pandémie. Vous avez peut-être pu remarquer que dans tous les couloirs, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Les tables sont désinfectées après chaque passage. Au niveau de la restauration scolaire, après chaque service, toutes les tables sont désinfectées, les plateaux sont préparés de façon à ce que les élèves ne se servent plus pour prendre notamment les couverts, le pain, le verre. Au niveau du salad bar, il y a des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique pour permettre aux personnes, aux élèves qui se servent de se désinfecter les mains avant de se servir.
Nous passons maintenant au lycée des Moulins, où M. François Mas, qui est le nouveau proviseur, se présente. Et il fait le bilan au micro de Beffroi Vision. Alors, je m'appelle François Mas, j'ai 56 ans. J'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années. J'étais professeur de génie électrique sur la métropole lilloise. Et j'ai fait 2 ans de coopération à Vanuatu. Ensuite, j'ai passé le concours de personnel de direction. J'ai été principal adjoint du collège Émile Zola à Wattrelos. Ensuite, je suis devenu proviseur adjoint du lycée Placide Courtois à Aumont. Puis proviseur du lycée Louis Armand à Jeumont. Et voilà, je commence mon 4e poste comme chef d'établissement. Alors, comment s'est passée la rentrée au lycée? Une rentrée, je dirais, sereine. Le nombre d'élèves est là. Les enseignants, on les aura. Le dernier qui nous manque, il arrive ce matin. Et l'ambiance dans les couloirs est un peu particulière avec les masques. Une pré-rentrée avec 150 personnels tous masqués, c'était un petit peu particulier pour une première prise de poste. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les élèves respectent vraiment à la lettre les obligations sanitaires. Et même s'ils reconnaissent, les enseignants aussi, que c'est difficile de rester 4 heures avec le masque, ils se conforment aux règles. Pour le lycée général, on a 290 élèves. Pour le lycée technologique, 40. Pour le lycée pro, 190. Et en BTS, 50. Alors ça fait un total de 570, un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, mais on attend la 2e vague d'affectation de septembre qui aura lieu la semaine prochaine. Donc les effectifs devraient remonter jusque peut-être un peu moins de 600 comme l'année dernière. Les objectifs dans un premier temps, c'est considérant la difficulté de la fin d'année précédente. Les enseignants vont s'attacher à vérifier les fondamentaux des élèves entrants et des élèves de l'année dernière. Donc vérifier que ce qui a été acquis, ce qui n'a pas été acquis, mettre en place l'accompagnement personnalisé spécifique pour les élèves qui ont été plus éloignés que d'autres de l'école. Puisque les collègues me disaient que le travail en distanciel entre mars et juin avait plutôt bien fonctionné. Et puis ensuite, notre principale mission, c'est effectivement la réussite de la mise en place de la réforme du baccalauréat général et technologique, puisque cette promo sera la première promo 2021. La première promo du nouveau bac général, la poursuite de la réforme de l'enseignement professionnel, afin que l'ensemble de nos élèves puissent réussir une année qui va bien se passer si tout le monde respecte les gestes barrières, si tout le monde se met au travail très vite. Et là, les premières informations que j'ai pu avoir des enseignants sont plutôt bonnes. Alors, vous qui avez un œil neuf sur le lycée, qu'en pensez-vous? C'est une très très belle structure, une très belle structure architecturale déjà, très 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 diverse dans ses différents bâtiments. Et c'est fort agréable. Alors c'est un petit peu labyrinthique pour les nouveaux. Je me perds encore de temps en temps dans le dédale de couloirs. Mais voilà, la structure est vraiment très très belle. Visiblement, il y a une équipe d'agents territoriaux, d'enseignants, de secrétariat qui s'entend bien, qui fonctionne bien. Et cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, la restauration est parfaitement goûteuse, avec un chef qui fait des miracles avec les niveaux de financement qu'on lui octroie.
La maison familiale rurale fait également sa rentrée. Nous avons rencontré M. Alexis Sudry qui nous explique comment se déroule la rentrée dans son école. Bonjour à tous, bienvenue à la maison familiale du Cateau. Traditionnellement, sur votre chaîne, je rencontre un petit peu des rentrées successives qu'on a pu effectuer à la MFR. Cette année, c'est encore un très bon cru. On est parti sur 240 élèves répartis sur des formations dans le cheval, dans l'agriculture et dans le sport. Donc les tendances quand même, c'est beaucoup d'élèves ont choisi l'apprentissage grâce aux aides mises par l'État et notamment par la loi Macron de la réforme de la taxe d'apprentissage et du statut d'apprenti. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus pour le territoire. Aujourd'hui, on a sur les 230 élèves quasiment 70 apprentis. Donc ça, c'est vraiment une belle victoire pour nous parce qu'on a ouvert le CFA en 2015 et on a plus que doublé nos effectifs depuis ces 5 dernières années. Et sur la partie campus univers cascade, on est maintenant plein. On est en train de remplir même 2022 puisque là, tout se porte pour le meilleur des mondes et on est en train de finir une dernière tranche de travaux qui sera finie pour juin prochain. Au niveau des projets, donc une tranche de février à juin où on refait 2 salles de classe et on finit d'aménager la salle de cascade. Et puis on a un projet plus ambitieux 2020-2025 qui va être sur la construction d'un gymnase et la construction de l'internat. L'internat pour des questions de sécurité, de modernité et de place. Et puis le gymnase parce qu'on développe un diplôme pour la prochaine rentrée qui est le brevet d'éducateur sportif activité pour tous. En gros, c'est pour former des jeunes qui encadrent dans les centres aérés ou en tant qu'assistants de formateurs pour le sport. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire sur la prochaine année. Le projet d'association 2015-2020 touche à sa fin. On en a tiré des conclusions, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et ce qu'on va mettre en place pour les années futures. Et on présentera à la presse, je pense que courant janvier-février, le nouveau projet 2020-2025 dans lequel on a une ambition particulière puisque on veut développer une norme ISO 26000 qu'on appelle la RSO, responsabilité sociale des organisations, qui va nous aider à augmenter la qualité de service qu'on propose à nos familles adhérentes. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 20 salariés, on a embauché 3 personnes cette année, une nouvelle formatrice, plutôt sur le côté agricole, une nouvelle secrétaire, puisque ma secrétaire est passée secrétaire de direction, et puis un nouveau VR de nuit, puisque notre VR de nuit a déménagé sur une autre région de France. Donc voilà, 20 salariés maintenant, et sur le campus, une quinzaine de salariés, ce qui fait quand même 35 personnes sur le site qui travaillent, qui sortent à peu près 150 repas le midi, 120 repas le soir, et on a à peu près entre 100 et 120 internes tous les soirs qui dorment sur la commune. Donc toujours en lien avec le territoire, grâce à notre maire, grâce à Isabelle Pirard pour la région, on essaie de faire corps et de faire aussi avec Charles Blangis, avec son projet qu'il a sur le Cateau, on essaie vraiment de dynamiser cette ville et grâce à vous, grâce aux médias, grâce à tout le monde, on arrive, je pense, à créer de l'activité. Et c'est vrai que cette zone qui était un petit peu désertée, je veux dire en 2014, quand je suis arrivé, là, ça commence à reprendre de l'activité. Quasiment tous les locaux sont aujourd'hui utiles et en activité. Voilà, en espérant vous retrouver prochainement. On ne sera pas présent sur la foire de Saint-Mathieu cette année pour des raisons d'organisation et de coronavirus, mais on sera présent dès qu'on le peut sur une manifestation communale. Voilà, merci à tous et puis une bonne année à vous. La Fondation Denise Fougereau. Notre collaborateur Claude Delcourt a rencontré Maître Fougereau, Daniel Bernard et Isabelle Pirard. Il nous parle de la Fondation, qui a déjà permis à plusieurs jeunes de Le Cateau de suivre de brillantes études. Aujourd'hui, c'était la grande réunion des boursiers de la Fondation Denise Fougereau, créée par Daniel Bernard et son épouse Chantal Bernard-Leduc. On a été très heureux de revoir des anciens lauréats qui ont bien réussi et dont une, Mélissa Legrand, est en train de terminer Polytech la dernière année. Elle sera ingénieure l'année prochaine. Voilà, tout se passe bien, ça s'est très bien passé. On a vu avec Daniel Bernard tous les lauréats. Et Madame Pirard, qui fait partie du jury, conseiller régional, a proposé que nous visitions le site de la MFR au Cateau, où il y a cette académie des cascadeurs. Tout le monde a été surpris et Daniel Bernard le premier. Il voit qu'au Cateau ça bouge et qu'on a fait des choses tout à fait originales. N'est-ce pas, Daniel ? Moi j'ai passé une journée extraordinaire comme toujours au Cateau et grâce à Madame Pirard j'ai découvert ce centre qui est au fond une université de la cascade et j'étais très surpris de
la qualité professionnelle des équipements et esthétiques de ce centre, qui va continuer à se développer. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment très bien fait. Donc bravo à tous ceux qui ont œuvré à ça. Et à vous qui avez toujours défendu le projet. C'était un plaisir, mais je crois que c'est important de montrer toutes les richesses qu'on a au Cateau, notamment de jeunes qui ont un dynamisme extraordinaire, qui font des choses formidables, et quand on en parle à l'extérieur, les gens prennent ça de haut en se disant au Cateau, un univers de cascade, oui, bon. Et sauf que quand on vient, on s'aperçoit que c'est exceptionnel, puisque maintenant ça va être c'est la première d'Europe, et que ce sera bientôt la première du monde, puisqu'elle aura tout ce qu'il faut pour être la première. Donc ça fait vraiment plaisir de montrer des gens qui font des choses formidables et qui font bouger la ville. Et qu'on ne dise pas qu'au Cateau, il ne se passe jamais rien. Je vais vous faire cette confidence. La première fois qu'on m'a parlé d'Alexis, avec cette histoire de cascade, j'ai dit c'est un fou. Hein, je ne vois pas ce que c'est que cette histoire. Dans l'ancienne usine de Serpillière, on va faire des cascades avec des coachs, comme on dit, qui dirigent chez Marvel, chez Disney, les films, hein, pas seulement le spectacle vivant de Disney World ou du Puy du Fou, parce que tout ça, ça se forme ici. Hein. Il y a des castings avec les grands responsables des films, j'allais dire des États-Unis, dans toute l'Europe, etc. Bon, c'est une industrie. J'allais dire, ça pèse le poids de l'industrie automobile. Ces films extraordinaires, ces jeux vidéo, c'est devenu une industrie considérable. Bon, alors que nous puissions au Cateau nous prétendre être des partenaires d'une manière ou d'une autre, même ici, quand on est à la gare du Cateau, hein, on a plutôt l'impression que c'est la désolation, hein, Daniel. Avec Simons qui s'effondre, échappé, qui ne se reconstruit pas, on se dit, où c'est qu'on va ici? Eh bien, juste de l'autre côté de la rue, il y a un homme fantastique, Alexis, qui a eu une idée et puis qui a su la mettre en œuvre d'une manière très souple, dans un contexte associatif. J'ai rien contre l'éducation nationale avec toute son administration, mais ici, le petit conseil d'administration de la MFR a fait des prodiges et il a été suivi par nos élus. Alors merci Monsieur le maire, je ne le dis pas tous les jours, merci Madame Pierrard, merci Monsieur Bertrand, la région, parce que ce que vous avez fait pour le Cateau, c'est magnifique. Il faut savoir dire merci. Je peux dire d'ailleurs que la région ne s'y trompe pas, puisque nous finançons beaucoup tout ce qui est cinéma, pour qu'il soit tourné dans les Hauts-de-France. Oui, et donc on a des grosses participations pour que les films soient tournés ici. Vous en voyez beaucoup à la télévision, beaucoup de séries. Et on a le festival Sérimania maintenant, qui est assez connu maintenant dans les Hauts-de-France. Donc je crois que tout ça, c'est une économie en fait. Voilà. Alors si vous... Une dernière remarque qui est remarquable, c'est que dans les jeunes lauréats de la bourse de Nice-Faugereau, il y a quand même des 20 sur 20 au bac, c'est-à-dire des gens extrêmement brillants qui méritaient d'être aidés pour faire des études supérieures brillantes. Alors vous permettrez de dire une bêtise pour finir. Si vous voulez apprendre à tomber dans l'escalier sans vous faire du mal, n'avez qu'à venir ici. Allez. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci à vous. Merci Claude. La municipalité a reçu un dissident kazakh, donc du Kazakhstan. Monsieur Olivier Descamps nous présente un homme qui, pour porter un écho à son action, relie Paris à Moscou. En faisant quelques petits détours, il va vous expliquer. Bon, il y a quand même plus de 3000 km. Bravant les grandes chaleurs que nous avons subies en été. Alors, bonjour Olivier. Bonjour André. Alors, est-ce qu'on peut nous présenter ce monsieur? Alors, c'est Ramazan, alors désolé, Yesergipov. Ramazan, on l'appelle comme ça depuis tout à l'heure, on s'est rencontrés maintenant depuis à peu près 1h30, 2 heures, est un Kazakhstanais qui a un statut de réfugié politique en France et qui a décidé aujourd'hui de faire une marche Paris-Moscou. Je vous dis quand même qu'aujourd'hui il fait 39 degrés, d'ailleurs vous le voyez sur nos chemises. Hein. Ramazan a 64 ans et il vient de Bohain aujourd'hui à pied. Il va continuer son trajet demain ou après-demain sur Londres aussi. Il fait tout ce trajet à pied en poussant sa charrette devant lui. C'est quelqu'un de très courageux. Alors pourquoi il
fait cette marche? Je pense que c'est la question suivante, André. Il fait cette marche pour protester aujourd'hui. Il était directeur d'un journal dans son pays d'origine. Il a déjà fait 3 ans de prison aux années 2009-2012 pour une soi-disant liberté de la presse qu'il n'aurait pas respectée. Au final, dans son pays, ils n'ont le droit de plus rien faire, de plus rien dire. Il a également été victime d'une tentative d'assassinat en 2017. Et donc aujourd'hui, son idée, c'est de traverser la France, de rencontrer des élus, de faire signer une pétition justement que nous avons signée juste avant. Et au final de son trajet, en traversant, il va également aller déposer ça au Parlement européen, dans les différents pays, différentes représentativités qu'il va pouvoir croiser. Et le but ultime de son voyage est d'arriver sur la place rouge et de remettre ce document à Poutine. Bon, donc là, quand il quitte ici, il s'en va où? Là, voilà. Il fait chaud aujourd'hui, sa prochaine étape est Landrecies. La ville du Cateau fait quand même un geste pour lui, puisque vu l'état des conditions aujourd'hui, des températures, on va lui offrir 1 ou 2 nuits d'hôtel à l'Océrie du Marché, histoire qu'il se repose un peu avant de continuer. Mais prochaine étape, Landrecies. Prochain pays, Bruxelles. Prochain pays, la Belgique. D'accord. Et donc il n'a fait que la France, et puis il va faire la Belgique. Il n'a pas fait d'autres pays avant. Alors son trajet, c'est France, Belgique, Allemagne, Pologne. Il redescend sur l'Ukraine. Après, il va remonter sur tous les pays là-haut, Estonie, Lettonie et compagnie. Faire un petit passage par Oslo avant de redescendre via Saint-Pétersbourg sur Moscou. Son but ultime est d'arriver sur la place rouge. Il est parti le 14 juillet de Paris. Voilà, il est parti depuis le 14 juillet à Paris. Et il est en France en tant que réfugié politique. Il est réfugié politique en France. Et c'est depuis quand ça? Alors, mais on va faire du direct, oui. Puisque Ramazan, en plus de ça, ne parle pas ni français ni anglais. Hein. D'accord. Depuis quand êtes-vous réfugié politique en France? С каких пор ты был политическим беженцем во Франции? С 2018 года. Я прибыл вообще 3 августа 2017 года после ножевых ранений, когда меня хотела коррупционная власть Казахстана убить. Alors, il est arrivé... La 18e année où je suis arrivé en général le 3 août 2017 après avoir été poignardé alors que les autorités traditionnelles du Kazakhstan voulaient me tuer. La 18e année... Voilà, donc la traduction est un peu inexacte. Il est arrivé, donc, comme vous l'avez entendu, depuis 2017, après avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Je crois qu'il a pris 2 coups de couteau dans un train. Il était d'ailleurs entre la mort et la vie. Hein. D'accord. Bon, donc aujourd'hui, il se dit que son combat est légitime et il doit aller un peu partout pour l'expliquer. C'est bien ça le but. Voilà, c'est effectivement pour l'expliquer. Il élargit même son combat plus largement au pays de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, il prône également le fait qu'on a dans le monde, dans plusieurs pays, des gens qui sont aujourd'hui prisonniers politiques sans aucune raison. D'accord. En tout cas, nous lui souhaitons un bon courage, mais surtout bonne poursuite de son action. Mais écoute, André, je vais te laisser lui lire toi-même. Hop. En tout cas, nous vous souhaitons un bon courage et surtout une grande action pour ce que vous faites. В любом случае, желаем удачи и успехов в том, чем вы занимаетесь. Благодарю вас. Я считаю, что вы также частично вносите вклад в борьбу за права человека, в борьбу с автократией и диктатурой. Que vous contribuez également partiellement à la lutte pour les droits de l'homme dans la lutte contre l'autocratie et la dictature. Bien. Voilà. Спасибо. Alors, Ramazan, un geste traditionnel, on va terminer par ce geste. La commémoration de la libération de Le Cateau en 1944. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de divers monuments, tels que celui de la place du commandant Édouard Richer, en face du musée, et la stèle du parc Fénelon, et aussi la stèle Jean Carpeza sur la route de Montée. Notre équipe nous en rapporte des images. Donc je vais faire un petit hommage à Édouard Richer. Directeur au tissage mécanique Sédou, Édouard Richer habitait au 17 rue de la Gare à Le Cateau. Il est incorporé au 1er régiment d'infanterie de 1909 à 1911. Rappelé à l'activité le 1er août 1914 au 201e régiment d'infanterie, il est nommé sous-lieutenant le 15 juillet 1915. Engagé dans le conflit, il est alors blessé par balle le 22 juin 1915. Le 31 juillet 1917,
Il est à nouveau blessé dans les Flandres. Il est alors décoré de la Croix de guerre avec 2 palmes et 1 étoile. Il fait chevalier de la Légion d'honneur. Après sa convalescence, il repart au combat en qualité de capitaine au 201e régiment d'infanterie. Après l'armistice, il est versé au ministère de la Reconstruction industrielle. Il est rappelé à l'activité le 23 août 1939 en qualité de chef de bataillon au 509e régiment de chars basé à Maubeuge. Lors des événements de 1940, le commandant Richer a pour mission de préparer la destruction des ouvrages d'art stratégiques en cas d'avance allemande. Le 15 mai 1940, il reçoit l'ordre de destruction de 84 ouvrages et de jour comme de nuit, avec son ami Maurice Thuru, un autre cartésien, ils parviennent à en mettre 80 hors d'usage. Puis ils se replient en combattant jusqu'à Boulogne-sur-Mer, où ils sont faits prisonniers. Thuru s'évade et Richer devra subir 15 mois de captivité. Grâce à la mesure de libération des anciens combattants de la guerre 14-18, Richer est démobilisé le 16 août 1941. Il rentre de captivité en septembre, mais aussitôt il recherche le contact pour entrer dans la résistance. C'est le 20 mai 1942 qu'Édouard Richer devient résistant et ne recule pas devant ses responsabilités. Il entre dans le réseau Castille. C'est dans ce réseau que Richer prend le pseudonyme de colonel Brandy. Il devient vite un élément indispensable. Arrêté par la Gestapo en 1943, il est interné à Los jusqu'au 12 janvier 1944. Comme tous les résistants, il subit interrogatoire, torture, puis il est transféré à la prison de Saint-Gilles de Bruxelles. Puis ensuite au camp d'Esterwegen et enfin à la forteresse de Groß-Strelitz. Il prendra ensuite la direction du camp de Groß-Rosenblau, affaibli par les sévices, les privatisations, le commandant Richer décèle le 28 novembre 1944 à l'âge de 56 ans. Merci. Votre présence ce jour témoigne de votre attachement au devoir de mémoire et du désir de rendre hommage à tous les hommes et femmes qui, au deuxième conflit mondial, ont fait le sacrifice de leur vie pour nous libérer de l'occupation du régime hitlérien. Et cela dans toutes les villes et les villages, laissant la France dans un état de destruction dépassant l'imagination humaine, engendrant des milliers de morts, civils et militaires, et parmi eux, 14 résistants FFI, morts le 2 septembre 1944 pour la libération de la ville de Le Cateau-Cambrésis. La paix et la liberté sont des valeurs inestimables. Elles sont l'affaire de tous à chacun, mais à la seule condition, celle de la vouloir absolument. Je remercie tous et toutes de votre présence pour affirmer votre reconnaissance de tous ces morts qui ont donné leur vie avec le seul désir, ceux de vivre libre et en paix. Merci de m'avoir écouté. Jean Carpezat est un jeune résistant cartésien, membre des FFI. Il est tombé sous les balles ennemies à l'âge de 21 ans, à l'aube de la libération du Cateau-Cambrésis. Issu d'une famille modeste, Jean Carpezat était le fils d'un ouvrier agricole et d'une salariée de l'hôpital. Cet ancien élève du collège a été agent administratif à la mairie. À cette époque, il en profitera pour rayer des listes les jeunes réfractaires du STO pour donner des tickets de ravitaillement aux personnes recherchées et éventuellement les avertir des rafles. En 1943, il quitte la mairie pour intégrer les chemins de fer où une fois sur place, il put fournir des renseignements sur les mouvements ferroviaires. Jean Carpezat faisait partie de ces jeunes gens patriotes et courageux qui, plus d'une fois, ont mené des opérations clandestines, périlleuses, pour que leur pays retrouve la liberté. Nous sommes réunis ici, comme chaque année, après avoir rendu les honneurs devant le mémorial, place du commandant Richer au Cateau, pour commémorer à notre tour la stèle du jeune résistant Jean Carpezat, tombé sous le feu de l'ennemi à la Libération le 3 septembre 1944.
La vie de ce jeune homme de 21 ans a basculé à l'aube d'une nouvelle vie. Il devait se marier 2 semaines plus tard. Sa future compagne, toujours en vie mais ne sachant plus se déplacer, nous envoie chaque année un message en la présence de sa fille. Elle n'oublie pas. C'est un message riche de signification. Nous sommes tous convaincus ici présents que nous devons garder dans nos mémoires les victimes de toutes les guerres, afin d'éviter que cela se reproduise. C'est bien des leçons de l'histoire que l'on tire les enseignements du présent, pour préparer l'avenir, sans oublier ceux qui sont morts. Et l'un des enseignements essentiels de cette victoire de l'humanité sur la barbarie, c'est cette capacité à résister, cette capacité à refuser ce qui est injuste, ce qui est intolérable, cette capacité à faire front, comme les idées toutes faites, les idées reçues. Nulle trace de passéisme dans notre rassemblement, ni d'une idéalisation du sacrifice. Cet hommage est dédié à la paix, autant qu'il est dédié à la résistance. Tout cela a cessé il y a plus de 76 ans, maintenant, grâce au courage, notamment de celles et ceux qui contribuèrent à la victoire, aux heures les plus sombres de notre histoire, en choisissant, au péril de leur vie, la résistance et le combat. Nous toutes et tous, dans toutes nos diversités, par-delà toutes les générations, participons activement à ce que la chaîne de la mémoire ne s'interrompe jamais. Voilà, les petites brèves concernant le Cateau et les petites activités qui vont autour de le Cateau. Dans le cadre des Journées du patrimoine, autour du thème de cette année, donc patrimoine et éducation, apprendre pour la vie, une visite guidée sera organisée au château du Mérinos. C'est le château qui est pas loin de Montplaisir, là-bas. On le voit d'ailleurs, c'est joli. Hein. Venez découvrir les trésors cachés du Cateau-Cambrésis. Un caché, donc le château du Mérinos, et un disparu, le monastère de l'Annonciation, proposé par l'Office du tourisme le samedi 19 septembre. Le château du Mérinos, héritage de la famille Sédou, fait partie de l'histoire de la ville. Il abrite aujourd'hui l'Institut médico-éducatif. Cette visite inédite vous permettra d'entrer dans ce lieu exceptionnel. À l'issue de cette visite, une surprise gourmande vous sera offerte. Ça doit être bon à mon avis. Gratuit sur inscription préalable. Au téléphone, écoutez bien, le 03 27 84 10 94. Je vais répéter. Au 03 27 84 10 94. La visite est limitée à 15 personnes. Et on vous donne rendez-vous à 10h sur le parking de l'actuel marché couvert. Le port du masque est obligatoire, le respect des mesures barrières. Ça, c'est la loi. Même durant les visites agréables, on est obligé. Dans ce même cadre des Journées du patrimoine, une visite guidée du site des Ukrainiens est également organisée le samedi 19 septembre à 15h. Laissez-vous surprendre par l'histoire extraordinaire de ces Ukrainiens venus élire domicile dans le monastère de l'Annonciation. Maintenant, ça, on ne sait plus le voir, ce monastère-là. Gratuit sur inscription au préalable, donc c'est le même numéro que tantôt, mais je vais quand même vous le répéter, au 03 27 84 10 94. Rendez-vous à 15h sur le site des Ukrainiens, au niveau de l'aire de camping-car au Cateau, avenue Maréchal Leclerc. Bon, de nouveau, le port du masque est obligatoire et le respect des mesures barrières est imposé. Bon, pour les fêtes de la Saint-Matthieu, qui se déroulent du vendredi 18 septembre au dimanche 27 septembre, le samedi 19 septembre à 22h devant le musée, podium animé par Chéri FM, concerts, jeux, etc. À 22h30, un feu d'artifice au parc Fénélon. Le dimanche 20 septembre, animation itinérante, le Jazz Band Transformer, je ne vais pas prononcer. Le mercredi 23 septembre, manège au demi-tarif pour les enfants. Le samedi 26 septembre, foire, grande braderie et marché d'antan. Le dimanche 27 septembre, animation des forains. Les festivités sont proposées par la ville du Cateau-Cambrésis en partenariat avec les forains et les commerçants des marchés de France. Bon, maintenant, c'est une communication importante qui concerne les mesures prises pour le Covid-19. Depuis le 5 septembre,
le département du Nord, est placé en zone de circulation active du virus, au rouge donc, important. Les taux d'incidence et de positivité qui ne cessent de croître soulignent la dégradation rapide de la situation sanitaire. Le taux d'incidence, nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants, a considérablement augmenté ces derniers jours dans le département du Nord, passant de 64,3 à 89,5. Au regard de cette situation préoccupante, Michel Lalande, préfet du Nord, a décidé de renforcer de nouveau les mesures sanitaires pour le département du Nord. En conséquence, l'obligation de fermeture de minuit 30 à 6 heures du matin est imposée à l'ensemble du département du Nord, pour les restaurants et tout ça. Cette mesure prend effet à partir du mercredi 9 septembre pour une durée de 15 jours. Cette mesure s'accompagnera du renforcement des contrôles et des verbalisations. Pour rappel, plus de 870 contrôles d'établissement ont donné lieu depuis la mi-août à 52 verbalisations pour non-respect des consignes et 10 mises en demeure de se conformer aux règles. Faute de réaction, un établissement a été fermé sur décision administrative et d'autres procédures sont en cours. Michel Lalande rappelle une nouvelle fois l'importance des gestes barrières et invite chacun à la responsabilité pour lutter contre la propagation du virus. Pour information, lors de la journée de dépistage du Covid, qui a eu lieu le 3 septembre dernier au Palais des Sports, 2 personnes ont été testées positives sur 185 personnes qui s'étaient déplacées. Et maintenant, une agréable surprise. Cette semaine, donc en diffusion magazine, un hommage à Annie Cordy. C'est un hommage exclusif, et ça c'est exclusif Beffroi Vision. Il s'agit du concert qu'elle a donné au Cateau lors de la fête de l'été en juin 2011, ainsi que l'interview auquel s'est gentiment prêtée au micro de Cécile Cazé, notre charmante collaboratrice. Les horaires de diffusion sont 6h30, 12h30, 18h30 et 22h30. Donc pas possible de rater. Bon, je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre fidélité à notre journal. Merci et au revoir.